Chers collègues, Monsieur le Président du CESE, les rapports sur lesquels nous allons travailler toute cette journée illustrent le double défi que nous devons relever, celui de l'attractivité et de la compétitivité de notre région et celui de la solidarité avec tous nos territoires. Les territoires qui réussissent dans la compétition mondiale pour créer des emplois sont ceux qui tirent leur force d'un niveau d'investissement élevé à la fois dans l'outil de production, dans la recherche, d'une production tournée vers l'exportation, aussi d'une économie verte et d'une population bien formée. La conséquence, c'est que nous devons investir absolument, majoritairement, prioritairement dans l'économie de la connaissance, la recherche, l'enseignement supérieur, l'éducation, la formation. C'est ce que nous faisons depuis 2 ans dans nos lycées en investissant 100 millions d'euros par an. Un rapport portant sur la connexion au haut débit des lycées privés, des maisons familiales et rurales vous sera présenté cet après-midi. C'est ce que nous faisons aussi pour les demandeurs d'emploi, en leur permettant de se former gratuitement, tout en étant rémunérés pendant la durée de leur formation pour qu'ils ne renoncent pas à un projet de formation faute de moyens. Et vous allez aujourd'hui vous prononcer sur le lancement du programme Investissement Compétences, le PIC. Au mois de février, la haut-commissaire au développement des compétences, Estelle Sauva, était venue à Besançon pour nous en présenter les grandes lignes. Dès 2018, ce plan nous permettra d'obtenir 26 millions d'euros supplémentaires et donc d'ouvrir des milliers de places de formation. À nous, par la suite, de définir l'offre de formation au plus près des besoins des territoires en respectant une condition absolue, que les formations bénéficient avant tout à ceux qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire à celles et ceux qui ont souvent arrêté l'école trop tôt et qui n'ont pas de diplôme. Or, cette volonté, c'est aussi la nôtre depuis plusieurs années, puisque nous avons précisément construit notre service public régional de la formation sur la base de ce critère, former avant tout ceux qui en ont le plus besoin. Nous savons depuis longtemps que la compétence est la meilleure arme contre le chômage. Nous avons une vice-présidente sur ce secteur qui est énormément convaincue et investie. Ce plan innove en permettant de financer des formations plus longues qui pourront durer 1 année et permettre d'obtenir un diplôme. Où est-ce qu'elle est Je cherchais Océane Charigodard. Plusieurs études ont récemment objectivé les difficultés de recrutement que rencontrent les chefs d'entreprise aujourd'hui, quel que soit le secteur, faute de trouver, surtout dans l'industrie, des candidats suffisamment qualifiés. C'est à la fois un problème de compétences, donc de formation, mais aussi un problème d'orientation et de culture, de représentation des métiers. Il y a quelques jours, j'étais au Salon des métiers industriels et de l'entreprise, dans le Nord-Franche-Comté. J'ai vu avec plaisir que les efforts que nous faisons depuis de nombreuses années pour revaloriser les métiers de l'industrie auprès des jeunes commencent à porter leurs fruits. J'en profite pour vous informer que nous démarrons la semaine prochaine une campagne de sensibilisation sur ce sujet des métiers de l'industrie avec des spots publicitaires qui seront diffusés dans 198 salles de cinéma de notre région. Pour aller plus loin, nous avons besoin d'une compétence affirmée en matière d'orientation. Malheureusement, malgré les déclarations du gouvernement sur le sujet, nous ne voyons toujours pas quels moyens nous seront affectés. Investir dans l'économie de la connaissance, c'est aussi ce que nous faisons en soutenant l'enseignement supérieur et la recherche, qui n'est pas une compétence obligatoire pour la région, mais nous y consacrons près de 33 millions d'euros
en 2018. Nous devons le faire pour éviter que les jeunes de notre région, une fois obtenu leur bac, soient contraints de partir étudier à Paris, Lyon ou Strasbourg, et pour attirer des étudiants d'autres régions. L'enseignement supérieur et la recherche sont précisément au cœur du contrat métropolitain entre la région et Dijon Métropole qui vous sera présenté cet après-midi. Avec le président de Dijon Métropole, François Rebsamen, nous partageons la conviction que la force et le dynamisme de l'enseignement supérieur et de la recherche sont un des facteurs clés de l'attractivité et de la réussite d'un territoire. C'est pourquoi nous avons prévu dans ce contrat de financer à hauteur de 19 millions d'euros le développement de l'université, de la recherche, des grandes écoles sur le territoire de la métropole de Dijon. Cela passe notamment par l'installation de 2 nouvelles écoles d'ingénieurs, l'une en électronique, informatique et numérique, l'autre dans les travaux publics, l'extension de l'ESIREM, l'extension aussi de l'antenne dijonnaise de Sciences Po. Ces projets structurants bénéficieront bien entendu aux étudiants de toute notre région et pas seulement aux habitants de la métropole. Nous reviendrons sur ce contrat dans l'après-midi, donc je ne veux pas plus m'étendre, mais vous dire que nous allons, dans ce cadre, accompagner 80 projets qui permettront de renforcer le rayonnement national et international de Dijon et de la Bourgogne-Franche-Comté. Avec ce contrat, nous confirmons la place de premier investisseur public local en Bourgogne-Franche-Comté. Malgré la suppression du fonds qui permettait de compenser le transfert de compétences des départements vers la région en matière de développement économique, c'est-à-dire près de 20 millions d'euros, nous faisons le choix d'investir davantage pour construire l'avenir de notre territoire. Mais nous le faisons grâce à des efforts de bonne gestion que nous faisons depuis des années et la nouvelle notation de Standard & Poor's confirme cette bonne gestion. Alors dans ce contexte, nous ne sommes en vérité pas concernés par le pacte financier que nous propose l'État, puisque nous sommes en dessous de la barre des 1,2% de dépenses de fonctionnement à ne pas dépasser, à condition bien entendu de ne pas inclure les domaines de compétences qui nous ont été transférés sans moyens. Je ne suis pas favorable à la philosophie de ce pacte. Je considère qu'il contrevient à l'histoire de plus de 30 ans de décentralisation et que la responsabilité des élus à la tête des exécutifs locaux est une responsabilité envers leurs électeurs, pas envers les préfets, comme c'était le cas avant 1982. Cela ne m'empêchera pas de discuter avec Madame la préfète de la maîtrise des dépenses publiques, mais il conviendrait que l'État prenne lui aussi des engagements, et notamment l'engagement de compenser correctement les dépenses qui nous sont transférées. Cette bonne santé budgétaire nous donne les moyens de relever le deuxième défi de notre région, celui de la solidarité et de la lutte contre les inégalités sociales et territoriales. En 2 ans, j'ai beaucoup parcouru notre région. J'ai vu une Bourgogne-Franche-Comté qui gagne des habitants, qui crée des emplois. Souvent, la Bourgogne-Franche-Comté des grandes villes, fortement intégrée dans la mondialisation et dans les flux d'échanges. La Bourgogne-Franche-Comté du vignoble, du comté, dont les produits sont appréciés dans le monde entier. J'ai vu aussi une deuxième Bourgogne-Franche-Comté à l'écart de ces flux, la Bourgogne-Franche-Comté des périphéries, des grandes villes, celle des petites villes qui perdent leur commerce, des bourgs où les services publics ferment, celle des territoires qui se sentent oubliés et où grandit un sentiment de relégation et parfois de désespoir qui nourrit l'extrémisme. Ce sont les territoires aussi où les élus se battent pour sauver leur hôpital. Nous en débattrons le 10 avril prochain, vous le savez, autour du programme régional de santé. Comment l'Union européenne pourrait-elle, dans ce contexte, remettre en cause sa politique de cohésion?
Comment pourrait-elle aussi remettre en cause la PAC? Nous devons renforcer cette politique de cohésion, la rendre plus efficace, mieux la mobiliser au bénéfice de nos territoires, et nous reviendrons spécifiquement sur ce sujet. De notre côté, c'est ce que nous faisons. Nous mettons tout en œuvre. Nous mettons en œuvre des compétences accrues en matière d'innovation, d'aménagement du territoire, de développement économique, pour renforcer notre action à l'égard des territoires qui se sentent abandonnés par la puissance publique. C'est pourquoi nous avons refusé, dès qu'il est paru, les conclusions du rapport Spinetta portant sur l'avenir de lignes ferroviaires que l'on dit petites, mais qui sont grandes par leur importance pour toutes celles et tous ceux qui les empruntent chaque jour. Notre région compte des centaines de kilomètres de petites lignes parce que nous sommes une région rurale. Cela conduit à consacrer une grande partie de notre budget à des dépenses de fonctionnement, puisque la convention avec la SNCF est comptabilisée en dépenses de fonctionnement. On nous le reproche beaucoup, mais nous l'assumons pleinement parce que nous savons que la population est très attentive à ce service-là. Nous croyons en l'avenir du train, nous allons continuer à investir, notamment sur la ligne des Horlogers et sur la ligne des Hirondelles. Nous avons mené de dures batailles pour la modernisation de la VFCEA. Il était inacceptable, inenvisageable que l'État ne respecte pas ses engagements, notamment ceux qu'il a pris dans le cadre du CPER. Donc avec l'ensemble des régions de France et avec le concours plus qu'actif de Michel Neugnot, qui préside la commission transport au sein de notre association, nous avons fortement interpellé le gouvernement sur ce sujet et vous avez vu que nous avons obtenu gain de cause. En défendant le service public en milieu rural, nous avons défendu une partie de notre région. Un rapport vous sera présenté aujourd'hui en matière de transport, en fait, sur les mobilités solidaires. C'est une intervention que nous réalisons aujourd'hui à titre volontariste. Elle a un caractère plutôt expérimental. Mais nous nous battons au plan national pour que la région devienne compétente et architecte des mobilités en dehors du périmètre des agglomérations, afin de favoriser les mobilités partagées, les mobilités actives dans tous les territoires et notamment les territoires ruraux et peu denses. Et nous aurons l'occasion de revenir sur ce sujet de façon stratégique pour partager une vision et mettre en œuvre très rapidement un plan d'action, ceci au mois de mai, lors du débat consacré aux mobilités dans cette Assemblée. Un autre combat nous a beaucoup mobilisés ces temps-ci et il a aussi des incidences sur tous les territoires. C'est notre combat en faveur de l'apprentissage. Avec la réforme qui est engagée, et pour laquelle vous m'avez entendu manifester à plusieurs reprises des inquiétudes très fortes, eh bien, les premiers calculs que nous faisons montrent que près d'un tiers des CFA de notre région, et notamment les plus petits et ceux qui sont dans les zones rurales, pâtiront de cette réforme au point peut-être de disparaître. Cette brutalité n'est pas acceptable. Qu'il faille simplifier le système de l'apprentissage, qui est particulièrement complexe, nul n'en disconvient. Mais pourquoi passer d'un système tel qu'il existait, dit administré, parce que les régions y avaient toute leur part, à un système entièrement dérégulé, sans période de transition, sans contrepartie, qui va mettre en grave difficulté les petits CFA, je le redis, et les CFA interprofessionnels. Pourquoi s'appuyer uniquement sur les branches les plus structurées, alors que dans une économie en pleine mutation, la structuration par branche est de plus en plus critiquable? Pourquoi refuser d'imaginer un système où la liberté s'accompagnerait d'une régulation? J'ai reçu dans ce combat l'appui de nombreux présidents et directeurs de CFA, notamment du président de l'Association nationale des directeurs de CFA, mais aussi de nombreux représentants des chambres consulaires,
et en particulier le président de la Chambre régionale de commerce et d'industrie et celui de la Chambre régionale des métiers. Je compte sur le débat parlementaire qui s'ouvrira pour que nous fassions entendre notre voix. Je compte aussi sur vous, messieurs les parlementaires, pour relayer nos convictions au service de la défense de l'apprentissage sur tout le territoire. Pour que la ruralité soit vivante, soit dans une dynamique de développement, il faut qu'elle soit connectée. Tout le monde en convient. Le 15 février, j'ai accueilli à Dijon le président de l'autorité de régulation des communications, M. Soriano, pour lui remettre un dossier, lui demander de nous autoriser à exploiter le réseau AirCube, un réseau qui permet l'accès au très haut débit par voie hertzienne dans plusieurs départements de notre région. Et cela en attendant que les territoires les plus reculés puissent bénéficier de l'arrivée de la fibre. Mais on sait très bien que dans les territoires les plus reculés, la fibre n'arrivera pas avant 4 ou 5 ans. Dans ces 4 ou 5 ans, nous proposons cette technologie alternative que nous avons expérimentée, qui n'est pas aussi fiable que la fibre, mais qui pendant 4 ou 5 ans peut représenter une bonne alternative pour les territoires les plus éloignés. Nous faisons partie des pionniers de cette technologie en France. C'est une avancée pour les territoires ruraux, pour les familles qui vivent sur ces territoires, pour les entrepreneurs, les artisans, qui pourront ainsi développer leur activité sans entrave. Pour le financement des infrastructures numériques, les départements qui sont maîtres d'ouvrage savent tous que la région est à leur côté. Et ils savent qu'elle est d'autant plus à leur côté qu'ils avancent le plus rapidement. Je sais, Monsieur Sauvadet, que votre vice-président en charge du numérique, Monsieur Rochette, a pris une place active lors du dernier comité régional des stratégies numériques qui s'est tenu le 16 mars à Vénaré-les-Laumes. Je vous en remercie, comme je vous remercie d'avoir accepté il y a un peu plus d'un mois mon invitation avec les 7 autres présidents de département à Besançon, mercredi prochain, après la CTAP. Car il me semble essentiel qu'à côté de la CTAP qui a, il faut en convenir, un caractère un peu formel, nous puissions resserrer notre coordination. C'est l'esprit de mon invitation de mercredi prochain autour du SRADET et de l'agriculture. Gageons que ces échanges seront constructifs. Un autre rapport vous sera présenté aujourd'hui sur la question du numérique. Il porte sur le raccordement au très haut débit des sites stratégiques et économiques. Il nous permettra d'aider au raccordement d'entreprises en milieu rural, mais aussi de maisons de santé, dont nous soutenons très fortement le réseau, ou de sites touristiques majeurs, et je pense à Guédelon. C'est un rapport que nous avons construit à la demande expresse du département de la Haute-Saône, preuve que nous sommes à l'écoute des messages des départements. En conclusion, je voudrais vous dire un dernier mot sur la transition écologique et énergétique. Vous savez que c'est pour notre majorité un combat essentiel. Je me réjouis qu'un rapport vous soit présenté aujourd'hui sur la mise en place d'un service public de l'efficacité énergétique auquel ma vice-présidente travaille avec intensité. Notre objectif est double: supprimer les passoires énergétiques, aider les ménages les plus modestes en les accompagnant gratuitement à rénover leur logement et à réduire leur facture d'énergie. Nous ne voulons pas dissocier la lutte contre les inégalités sociales de la lutte pour l'environnement, mais travailler sur ces 2 plans à la fois. Et à côté de l'effort que nous faisons pour les propriétaires occupants, nous nous consacrons aussi à la rénovation du parc social. Le contrat métropolitain que nous vous proposons comprend un projet majeur: rénover 2000 logements sociaux et plusieurs copropriétés dégradées
dans le quartier de Fontaine-Douche pour lutter contre la précarité énergétique. Rendre les logements plus sobres, plus économes en énergie, cela fait partie intégrante de notre projet social. Je vous remercie.